Ok. Voilà, alors, bon, là je construis des machines depuis quelque temps parce que j'aime beaucoup le bateau et ce que j'aime dans le bateau, c'est que c'est le vent qui nous oriente. Et par l'orientation du vent, j'ai une perception, sans même me lever de ma couchette, d'où il vient, de ce qu'il entraîne comme conséquence sur le mouvement, voilà. Et ben, c'est une chose qui me manque sur Terre, donc j'essaye actuellement de créer des machines sur lesquelles je puisse simplement m'allonger et ressentir ce que je ressentais en bateau. De ce fait, voilà, je travaille aussi sur des notions, tout comme en bateau, d'aérodynamisme, euh, de souplesse, d'aileron, de gouverne, voilà, des choses qui appartiennent aussi à l'aviation, sauf que moi je ne décolle pas. Mais voilà, le départ c'est ça, et donc à partir de petites maquettes qui travaillent et l'aérodynamisme, et le pivot, et l'aileron, et toutes ces choses-là, ben de maquettes, ça me conduit à construire un prototype grandeur nature. Et là, c'est ça qui m'intéresse. L'expérience fait que je suis face à un paysage et non plus seulement à la mer, et que je découvre. Oui, j'oubliais de dire qu'à la mer, c'est surtout au mouillage. Au mouillage, lorsque le bateau est ancré, c'est-à-dire qu'il lévite en termes marins, c'est-à-dire qu'il tourne autour de son ancre selon la direction du vent, la direction et l'intensité. C'est moins vrai au large quand on a une allure soutenue, une direction soutenue. Donc, la première grande machine, le premier prototype, m'a appris aussi à m'a donné une autre lecture du paysage, à savoir sur la durée, que selon l'orientation du vent, la profondeur de champ changeait, variait, selon que le vent m'amenait des brumes ou au contraire tournait, alors il faut un temps assez long, et être au moment d'un changement de vent. Selon l'hygrométrie, je me rends compte que les plans arrière tombent dans la brume, que les premiers plans apparaissent plus nets, et inversement, voilà, selon les... Alors du coup, c'est toute une lecture qui diffère, parce qu'en même temps, on essaie de comprendre aussi pourquoi les nuages, d'où vient le vent, quel voyage ils ont fait, et ben voilà, ça me met déjà un petit peu face à mon ignorance, et face aussi à un champ de découverte immense, quoi. Donc, la grande machine entraîne aussi celles qui vont suivre, à savoir une machine beaucoup plus petite qui, elle, essaie déjà d'enregistrer les mouvements du vent et de les restituer. Donc c'est un prélèvement. Donc voilà, on peut la voir dans une vidéo. Et de fait aussi, une autre machine va suivre, qui est elle un petit peu plus conséquente, parce que non seulement elle enregistre, elle mémorise les mouvements du vent, mais elle les restitue, et elle les restitue par un film, et en l'occurrence par un nuage qu'elle essaye d'attraper, mais qu'elle n'arrive pas à attraper, parce que le vent au sol n'est pas le même que le vent d'altitude. Et là, une fois de plus, je me rends compte, quelque sorte, que c'est un échec. Donc je suis bien loin, et j'en suis conscient, des rovers qui se sont posés sur Mars et qui prélèvent, qui font des carottages. Mais j'en suis bien loin, mais après tout, c'est assez merveilleux. L'échec a ça de très positif, c'est que ça ouvre un champ d'études merveilleux. Alors que la réussite très très cartésienne, oui, me ferait plaisir, mais je crois que je serais un peu perdu. Je crois qu'en tant qu'artiste, je ne tiens pas spécialement à trouver, quoi. J'ai plutôt envie de chercher. Voilà, donc ça explique pour l'instant mes machines. Et tu as une série de machines qui sont sensibles au vent, à la neige, à la pluie. Oui, alors, à partir de là, bon, j'ai passé des heures et des heures sur mon prototype, celle qui est grandeur nature. Et la nuit tombée, j'ai pas très chaud, les insectes viennent m'emmerder,
Puis je me rends compte que quand le vent est trop fort, je suis pas très tranquille. C'est quand même une machine bricolée. Donc, me vient à l'esprit aussi de prendre en compte notamment l'aérodynamisme, de prendre en compte le poids. Et puis en raisonnant un petit peu plus large, en imaginant que ça devienne un habitat, quelle empreinte j'ai au sol, quelle mobilité me donne cet habitat, est-ce que je peux le déplacer, est-ce qu'il prend en compte aussi non seulement l'aérodynamisme mais les flux d'air, peut-être pourquoi pas l'acoustique. Voilà, des tas de choses qui sont entre l'habitat et l'environnement. Donc je pourrais aussi, ce que j'ai fait sur la dernière machine, prendre en compte une certaine souplesse, enfin des paramètres qui appartiennent finalement plus à l'automobile qu'à l'habitat, à savoir que cette machine est montée sur amortisseur et enfin voilà la petite montée sur amortisseur et devrait pouvoir aussi réagir peut-être sur toute la plateforme pour lui permettre de courber le dos quand il y a trop de vent, voire de se baisser complètement, voire se lever un petit peu sur ses pattes s'il y a un ruissellement d'eau. Voilà, en tout cas, je répète, elle touche à minima le sol hein, pour ne pas l'artificialiser. Voilà, donc j'en suis là actuellement, mais c'est tout un tas d'études et de petits robots à venir qui doivent pouvoir se poser. Alors là, je reviens à Mars, hein, comme le rover, dans une certaine autonomie. C'est-à-dire que je peux les laisser en observation, donc là, une échelle plus petite, comme le dernier, celui des nuages. Et voilà, ce qui m'oblige quand même à ne pas, moi, séjourner pendant des jours entiers voilà, sur le terrain. Mais ce qui... voilà. Essayer de parler de la sensibilité à la neige, à la pluie, au vent, bon tu l'as dit, et puis il y avait un autre facteur, c'était quoi? La pluie, le vent, et puis là, quoi? La neige, oui. Il y a la neige par exemple, alors là c'est pas le bateau, c'est plutôt la montagne. J'ai souvenir, et en fait mon travail parle de sensations très très personnelles. Et en montagne, j'ai constaté que lors de grandes chutes de neige, de grosses chutes de neige, l'acoustique changeait, mais en forêt, que c'était incroyable. Qu'on en arrivait à entendre son cœur battre, que plus un oiseau ne chantait, à part le tétralyre et encore. Et du coup, je suis très impressionné par ça, par l'incidence phonique de la neige. Sachant que la neige, ce sont des cristaux vides, contrairement à l'eau, et que ça crée un amorti naturel. Donc l'accumulation de neige, hein, de neige fraîche. Et du coup, ça m'amène à considérer aussi dans mon projet de l'acoustique, c'est-à-dire gérer l'acoustique, c'est-à-dire pas seulement par écran, c'est-à-dire fermer l'acoustique, comme fait un isolant de fenêtre, un isolant à triple vitrage par exemple, mais d'avoir une acoustique choisie, c'est-à-dire travailler plus loin sur savoir ce que je veux laisser rentrer, comme grave, comme aigu ou filtré. Je préfère à l'écran, peut-être pour garder voilà, le chant d'un oiseau, même s'il n'y en a plus qu'un, ou celui du vent. Ou, voilà. Je pense qu'on pourrait même presque faire une table de mixage avec des capteurs extérieurs. Et, voilà. Donc ça, ce sont des idées qui vont se développer dans le futur. Voilà. Aussi la notion de recouvrement. La neige, on la voit toujours tomber verticalement par la fenêtre. Dans mes projets, il n'y a pas à proprement parler de fenêtre, puisqu'il n'y a pas à proprement parler de toit. Ce sont des formes donc aérodynamiques, plutôt ovoïdes, et qui laissent la liberté aussi d'avoir des ouvertures sur le ciel, et de voir la neige tomber du ciel, et d'être recouvert même, d'être même mis dans l'obscurité, tel que l'oiseau, voilà, par sentir ce recouvrement de la neige. Ça aussi, je l'ai vécu en bivouac, et c'est quelque chose, c'est une sensation, voilà, une sensation très, très personnelle, très... Et comment la... Attends, tu peux allumer. Ah oui. Non. Je ne veux pas
pas. Non, Ouais. c'est bon, c'est pas Mhm. la peine. Et comment la machine peut être sensible à la pluie alors? Alors à la pluie, il y a aussi, bon, il y a évidemment dans tous les projets, l'élémentaire de la fonction, c'est de la protection, il y a aussi l'élémentaire de l'autonomie, de la réserve d'eau, voilà, ce qu'a fait d'ailleurs très très bien Renzo Piano dans des prototypes de petits habitats. Voilà. Mais en dehors de ça, il y a aussi ce qu'on ressent avec le bruit de la pluie. Et je pense notamment je crois, je ne sais pas le nom exact d'un morceau de musique euh, qui est un concert pour, je crois, 100 métronomes de Ligeti, oui. Ligeti, oui, c'est ça. Et je suis très touché par cette pièce parce que pour moi c'est exactement la pluie qui tombe, qui malgré, alors ça me plaît beaucoup aussi, c'est que malgré la précision des métronomes et la façon dont ils ont été mis en marche simultanément, malgré tout, il n'y en a pas un qui s'arrête en même temps. Et ça évoque pour moi les dernières gouttes d'eau après la pluie, qui tombent encore des feuilles. Voilà. Et ça, je voudrais le retrouver, c'est-à-dire que la pluie ne soit pas seulement une chose qui me donne une attitude défensive, mais qui me fasse l'accueillir en tant que groupe, bien sûr, mais aussi en tant que musique, par exemple, et en tant que vision aussi, comme la neige, c'est-à-dire le ruissellement. J'ai souvenir aussi d'un projet japonais, d'un immeuble de bureau qui donne sur une vue industrielle pas du tout sexy. Et l'architecte a créé des ruissellements d'eau sur les vitres et qui fait qu'on a quasiment une forme de dépoli. Mais comme c'est un ruissellement, c'est un dépoli mouvant. Et j'ai trouvé ça magnifique. Il y a une abstraction à ce moment-là du paysage. Et voilà, pareil, avec une économie de moyens. Ouais. Donc ça, voilà, ce sont des suggestions, mais c'est des choses qui me trottent dans la tête. Et en tant que machine, ça se présenterait comment alors? Pour la pluie, par exemple, il y aurait des capteurs sonores. Est-ce Oui, que ça sûr, bougerait? bien sûr. Et puis il y aurait, comme pour la neige, alors pour la pluie, j'envisage, on le voit, enfin, je ne sais pas si on le voit sur l'écran, là, en fait, une machine euh, qui a des panneaux qui se lèvent, qui redescendent, ce qui fait que quand les panneaux sont à l'horizontale, on a une percussion directe, et plus on va vers le bas, plus on a un glissement. Donc on a déjà un instrument. Hein. Et ensuite, selon la nature du matériau, on va mettre des matériaux résonnants, comme une plaque de métal, ou au contraire absorbants, comme une plaque de mousse. Donc on peut, à partir de cette machine, enregistrer une infinité de variétés de sons. On peut demander aussi à cette petite machine de la jouer à deux voix, voilà, et peut-être même de pivoter, parce que quand il pleut, il y a souvent du vent. Voilà, donc restituer, amplifier, composer avec ça. Voilà, mais ça c'est une trace, c'est un début. Hein. Et la restitution, on verrait la machine bouger alors? Alors oui, c'est intéressant. C'est intéressant de montrer. Oui, c'est plus attrayant. Puis moi j'aime beaucoup la médiation de ce que je fais. J'aime beaucoup que les gens viennent avec un œil, une interrogation, voilà, qui accueille un peu ce travail, qui ne soit pas considéré comme un travail technique inabordable. Quoi. Donc je tiens beaucoup à présenter mes machines. Ouais. Donc je serais présenté, et la machine, et des films ou du son de restitution. Ouais. Et le quatrième élément, c'était quoi? Je ne me souviens pas. Oh, ben, Il y avait... Alors le soleil, c'est un peu plus compliqué. C'est pas encore, j'ai pas encore travaillé ça, mais en gros, le solaire est. Alors évidemment, l'énergie, enfin, je reviens à l'écologie, et alors l'énergie solaire, avec tout ce que ça suppose de contraintes. Le soleil comme source de chaleur, donc ça suppose comme ventilation, comme aération, donc ça va un petit peu avec l'aérodynamisme. Ça va aussi avec les matériaux, enfin voilà. Donc ça c'est une chose qui m'intéresse, qui est peut-être moins explorée, c'est le soleil nous fournit la couleur,
nous fournit des UV du matin aux infrarouges du soir, une gamme de températures de couleurs qu'on exploite, dont on ne parle pas beaucoup. Ce qui fait que le matin, le même mur blanc orienté vers le soleil aura plutôt une teinte froide, pour prendre une teinte chaude l'après-midi. Et ça, j'aurais envie d'en faire quelque chose, d'explorer justement cette couleur naturelle. Un petit peu... voilà, alors là aussi, c'est un peu comme les plaques d'enregistrement du son. Un panneau qui va être perpendiculaire au soleil ou au contraire orienté en biais, enfin, va recevoir une lumière rasante. C'est un peu le principe des lacs chinois. Quand on est face, on traverse les différentes couches. Si la couche du fond est jaune et la première couche est rouge, en face, vraiment en face, perpendiculaire, on va voir de l'orange. Si par contre je me mets de côté sur le profil, je ne verrai que du rouge. Je n'aurai pas la transparence. Donc le soleil nous fournit cette matière au départ, cette matière colorée. Donc c'est un film, c'est subtil. Maintenant, est-ce qu'on peut amplifier ce phénomène voilà, mais avoir de la couleur qui soit due qu'à l'astre, qu'à la lumière. Voilà. Alors c'est, une fois de plus, c'est pas le domaine scientifique est très riche d'outils pour ça. Je n'ai pas inventé grand-chose, je répète, moi je ne suis pas du tout un ingénieur. Je crois que si j'avais travaillé à la NASA, ils m'auraient viré, quoi. C'est pas mon job. Par contre, en termes de sensations, voilà ce qui m'intéresse. Sensation oui, pratiquement sur un champ que je qualifierais plutôt de poétique que de technologique, quoi. Et alors, toutes tes machines, tu les construis, tu utilises l'imprimante 3D pour ça aussi? Oui, oui, ça sont des outils. Disons que je les dessine sur un bloc quand les idées me viennent, parfois comme tout le monde au milieu de la nuit ou dans des moments improbables. Ensuite, je les modélise sur un logiciel en 3D pour avoir un logiciel paramétré qui me permet d'avoir une idée exacte des dimensions, du poids, voilà, du volume. Et puis ensuite, j'affine un peu et je les imprime avec, j'ai 2 imprimantes 3D, donc avec des matériaux tels que le PLA et peut-être bientôt l'ABS parce que plus résistant. Et puis j'ai aussi une autre machine de découpe laser qui va rentrer en fonction bientôt. Donc voilà, ça, et puis tout petit outil à main comme ont les maquettistes ou en général, à savoir des ponceuses, disqueuses, et voilà, donc c'est du bricolage, c'est du bricolage. Et par contre, la partie pour moi un petit peu plus complexe, c'est celle de l'électronique et celle de l'informatique, ça fait appel à de la programmation. Et pour ça, je m'intéresse au principe, enfin tout ce que permet Arduino. Mais voilà, mais c'est une chose qui est en route. Mais il est vrai que pour un geek... Arduino, c'est quoi? Arduino, c'est un... Je ne vais peut-être pas être très précis. C'est au départ comment fabriquer un ordinateur soi-même avec très peu d'éléments d'électronique. Et ça permet à tout un chacun, je dirais, avec quelques dizaines d'euros, de fabriquer des objets connectés. Il y a même des formations pour adolescents ou enfants même, qui permet par exemple de faire avancer une petite voiture, de la faire tourner, ce qu'on appelle une voiture télécommandée. Donc les objets connectés en général. Alors ça peut être très sophistiqué, et là on travaille avec des brainboards, des cartes électroniques. Disons que ce sont des principes assez élémentaire, sans soudure, et voilà. Donc ça me permet d'enregistrer certaines choses, de les restituer, de mettre avec des petits moteurs pas à pas, permet des rotations, je peux transformer ces mouvements en translation. Voilà, là ça rentre un peu dans de la mécanique élémentaire, mais voilà, c'est un peu comme les circuits imprimés alors. Oui, tout à fait, sauf qu'ils ne sont pas imprimés, ils restent ça, ouais. fichés comme ça. Oui, tout à fait. Alors ça ne fait pas appel à trop de silicium et de lithium, quoique les piles, ouais. Voilà, non, c'est anecdotique. Mais oui, l'idée donc, elle est
d'en arriver petit à petit à repenser un habitat dont je rêve, quoi, tout simplement, un habitat sensoriel, hein, qui échappe un peu à l'orthodoxie d'une architecture qui est peut-être plus fondée sur des symboles ou un héritage très ancien. Voilà, mais ça, c'est pas vraiment mon centre d'intérêt. L'existant est tel qu'il est. Par contre, mon centre d'intérêt est quand même, comme j'allais dire tout le monde, c'est peut-être une attention plus particulière à tout ce qui est vivant. Hein, c'est pour ça que mes petits robots sont posés sur la pointe des pieds et restent très légers. Et voilà. J'aurais plus comme symbole les insectes, hein, tout simplement parce qu'ils sont faciles à observer, mais souvent je regarde comment une mouche réagit quand une porte se ferme. Elle a une station météo qui doit être extraordinaire, puisqu'avant que le courant d'air soit au plus fort, elle s'est déjà tournée dans la bonne position, elle s'est déjà baissée pour ne pas être arrachée par l'eau. Moi je trouve ça incroyable. Voilà, je ne suis pas le seul. Hein. J'avais entendu des ingénieurs en aéronautique qui s'émerveillaient devant le fait qu'une mouche se pose au plafond. On est loin de savoir faire ça. Voilà. Bon, c'est anecdotique, mais ça me parle. Hein, ça me parle beaucoup et dans mon champ, mon champ d'observation, c'est très excitant.